Pour repartir sur le concept, en fait, comme vous le savez certainement tous, l'idée de One Health, c'est de montrer l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Donc c'est un moyen d'inviter à réfléchir la santé, mais différemment et de façon beaucoup plus globale. Donc c'est un concept qui est pas très vieux, pas très récent non plus, mais qui a été introduit au début des années 2000. Bien entendu, il est plus important ces dernières années et peut-être d'autant plus important cette année, hem, car il répond en fait à, des défis sanitaires, plutôt globaux et vu la situation sanitaire actuelle, on est en plein dedans. Diapo suivante. Donc en fait, l'idée de One Health, c'est de proposer des approches, pluridisciplinaires à des événements, en particulier quand, la gouvernance et l'expertise nécessaires pour répondre à ces questions dépassent une approche simple, avec, que certaines participations d'experts, isolés. Donc le dessin qui est dessous, je trouve qu'il est assez parlant puisque justement il montre l'interface entre les 3 santés, humaine, animale et écosystémique et met, autour de cette association tripartite, tous les partenaires qui pourraient intervenir pour discuter autour du concept One Health. Donc bien sûr, on voit la médecine vétérinaire, la médecine humaine, la santé publique, mais on voit aussi que peut intervenir, des spécialistes d'urbanisation, des écologistes, des écotoxicologues, des spécialistes de législation, bien sûr, de pratiques culturelles et en particulier dans les contextes de maladies infectieuses, c'est extrêmement important de les avoir à bord et plein d'autres, expertises qu'on pourrait mettre aussi autour de ces 3 cercles. Diapo suivante. Donc, l'origine de One Health, bien sûr, c'est toute une série de crises sanitaires qu'il y a eu ces 20 dernières années. Je vous ai un peu résumé ces épisodes sur ce graphe. Et en fait, ces crises sanitaires ont créé pas mal de tensions au sein des organisations internationales que sont l'OMS, la FAO et l'OIE, et qui les a obligés un petit peu à forcer la discussion pour pouvoir s'accorder sur comment gérer ces crises. Donc en fait, pour beaucoup, le concept One Health est assez flou, mais dans ce flou, l'intérêt du flou, c'est que tout le monde peut parler et tout le monde peut reformuler et ses intérêts et ses compétences et sa légitimité. Donc c'est ça aussi qui fait l'intérêt de One Health, ça peut paraître fourre-tout, mais ça emmène tout le monde autour d'une table et permet à tout le monde d'exprimer sa vision. Diapo suivante. Donc tout ça aussi pour mettre en avant quand même que ces 20 dernières années avec les crises sanitaires, indépendamment des problématiques de santé humaine et vétérinaire, ça va avec un coût. Donc là, je vous ai mis le coût des principales sur ces 20 dernières années. C'est en milliards de dollars. Je pense que ça va être intéressant de rajouter le coût du Covid dessus. Je pense que ça va faire exploser ce graphe. Donc on verra ça dans quelques années quand on aura un bilan chiffré de la crise actuelle. Diapo suivante. Donc cet accord tripartite qui a eu lieu entre les 3 organisations principales que sont l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale et la FAO, donc pour l'alimentation et l'agriculture, a amené à signer cet accord tripartite autour de One Health. Et dans One Health, en fait, trois pôles sont sortis principalement de discussions. Le premier, le plus connu, est certainement celui qui concerne les maladies émergentes, réémergentes et endémiques. Je reviendrai sur quelques exemples sur ça. Le deuxième point qui était important dans cet accord, c'est la résistance aux antimicrobiens, incluant bien sûr les antibiotiques, mais aussi la résistance aux vermifuges, la résistance aux anti-infectieux larges, aux anti-inflammatoires, etc. Il y en a plusieurs malheureusement. Et le dernier volant de l'accord concernait le renforcement des systèmes nationaux, donc quelque chose de beaucoup plus structural que les 2 premiers volets. Diapo suivante. Donc on va surtout s'intéresser au volet 1 et un peu au volet 2. Je vous ai mis quand même une illustration pour le volet 2. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une infection émergente réémergente? Donc ça peut se définir pour une maladie émergente, une infection émergente comme étant une nouvelle maladie. Donc c'était le cas pour le VIH et aussi le SRAS. Et
une maladie réémergente est une maladie connue, mais qui change de comportement en fait. Donc, soit parce qu'il y a une augmentation brutale du nombre de cas, soit parce que la virulence augmente, soit parce qu'elle passe d'un territoire à l'autre, ou parce qu'on va avoir un passage de l'animal à l'homme, tout en connaissant la maladie initiale, mais qu'elle passe à l'homme, donc c'est-à-dire quand on a une zoonose. Je vous ai mis quelques chiffres dessous qui sont assez frappants, à savoir que par exemple 60% des maladies infectieuses humaines existantes sont zoonotiques, sont d'origine zoonotique, et que vous avez 75% des agents pathogènes de maladies infectieuses humaines sont d'origine animale. Donc c'est des chiffres assez importants, ce qui montre le lien très fort entre la santé animale et la santé humaine. Une diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour arriver au problème des agents infectieux, il faut d'abord que je vous définisse un peu de quoi on parle, parce que selon, je dirais, votre sensibilité ou votre formation, vous n'allez peut-être pas partager les choses de la même façon. Donc, en gros, dans les agents infectieux, je vous ai mis de gauche à droite, du plus gros vers le plus petit. Donc, tout ce qui est helminthes, à savoir les vers, les protozoaires, donc comme l'agent du paludisme, les champignons, comme l'aspergillose, bactéries, virus, et bon, je n'oublie pas les prions, mais on va les mettre de côté. Donc, pour aujourd'hui, moi, ce que j'avais envie de mettre en avant, c'était plutôt vraiment la relation hôte-parasite, donc indépendamment de la nature de l'agent infectieux, avec quelques définitions un peu standards pour les systèmes hôte-parasites. Comment on définit un parasite? Donc, je vous ai mis quelques facteurs dessous. En fait, le point clé étant que la relation entre un hôte et un parasite est durable. Et il y a tout un tas de facteurs, à savoir que bien sûr le parasite est censé ne pas être trop visible et qu'il est censé aussi laisser survivre son hôte au moins pendant un certain temps. Et puis que les informations génétiques restent relativement distinctes et côte à côte. Bien sûr, le petit schéma vous montre bien aussi que, en gros, l'hôte profite de l'habitat, du transport, de l'énergie, etc. Donc voilà, pour moi, on va parler essentiellement de ça, mais sans séparer macroparasites, microparasites, microbiologie, parasites médicales, etc. Diapo suivante. Donc alors, pourquoi, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, pourquoi émergence et réémergence de maladies? Alors, je vous ai mis quelques choses qui paraissent évidentes, mais bon, qui sont toujours bonnes à rappeler. Donc, pourquoi maintenant? Parce que les populations humaines augmentent et s'étendent dans de nouvelles zones géographiques. Donc, de ce fait, de plus en plus de personnes sont en contact étroit avec des animaux sauvages et domestiques. Donc, de là découle un lien et une possibilité de transmission de maladies beaucoup plus fort entre les animaux et les humains. Le deuxième point, c'est que il y a de nombreuses modifications au niveau de l'environnement, avec des changements climatiques et des modifications d'utilisation des terres, telles que la déforestation, les pratiques agricoles intensives, les monocultures, etc. Et dans ces perturbations, en fait, ça crée des conditions qui favorisent les possibilités de transmission des maladies aux animaux. Et enfin, un facteur qui n'est pas du tout anodin, c'est que les voyages et les échanges internationaux ont augmenté et donc les maladies peuvent se propager rapidement partout. C'est un peu ce qu'on voit cette année. Je vous ai mis deux petites photos derrière, diapo suivante. En fait, voilà, ça c'est ce que vous voyez. Vous aviez pu voir à Charles de Gaulle en avril 2007, donc il y avait des informations sur la grippe aviaire, point. Et diapo suivante, 10 ans après, donc là, vous avez un peu plus de choses qui sont mises en avant toujours à Charles de Gaulle. Quiconque aurait une photo récente, quand on pourra reprendre l'avion ou s'il y a quelques infos sur le Covid, je suis preneuse pour arriver à la situation actuelle. Mais voilà, ça montre bien aussi que les voyages et donc les aéroports sont des lieux de diffusion et donc d'information aussi, puisque ça permet d'avoir quelques infos en partant et en arrivant dans les aéroports. Diapo suivante. Alors ça, j'aime bien cette diapo parce que ça vient d'un travail d'un collègue du muséum, parce qu'en fait, ce que je vous ai présenté avant, c'était un peu les causes ultimes. Vous voyez les modifications paysage, changement climatique, modification de la biodiversité, augmentation des échanges. Mais pour arriver à l'émergence des maladies, il manque un morceau au milieu qui correspond à ce qu'eux ont défini comme étant des causes proximales, et à savoir de considérer justement les populations animales
donc les populations réservoirs, les populations cibles. Donc, pour pouvoir parler d'émergence, il est utile de connaître à la fois la densité, l'abondance des autres réservoirs, mais aussi de comprendre leur faculté à transmettre l'agent pathogène. Ça, c'est le réservoir, donc où il n'y a pas forcément une pathologie évidente de la maladie. Et puis la population cible, dans laquelle là aussi on va avoir besoin d'informations sur la densité et l'abondance de la population cible, mais là aussi d'avoir des informations sur la sensibilité à l'infection. Et bien sûr, on a le réservoir, on a la cible et on a besoin d'avoir la distance entre la population cible et la population réservoir en évaluant le taux de contact et l'efficacité de transmission. À ça, il faut rajouter aussi des informations sur l'évolution de l'agent pathogène. Donc tout ça crée les causes proximales qui peuvent contribuer à l'émergence de maladies. Donc les causes ultimes sont relativement larges et interviennent dans plein de cas d'émergence de maladie ou de réémergence de maladie, et les causes proximales vont être plus ciblées par rapport à telle ou telle maladie. Donc bien sûr, tout ça, c'est des phénomènes multifactoriels qui sont d'autant plus complexes à comprendre pour pouvoir identifier les causes d'une maladie émergente réémergente. Diapo suivante. Donc je vais rentrer dans 4 exemples, histoire de vous faire comprendre un peu les interactions entre santé animale, santé humaine et environnement. Donc le point 1, et puis j'ai choisi de le faire du plus petit au plus gros. Donc on va commencer par un exemple dans les virus, puis un exemple bactérie, un exemple protozoaire et un exemple grosse bête avec un helminthe. Donc là, c'est une histoire sur les vautours. Donc en fait, à l'heure actuelle, il n'y a que 2 molécules qui sont utilisées pour traiter les animaux, malheureusement dans plus de 65% des cas cliniques, donc à savoir les anti-inflammatoires et les antibiotiques. Diapo suivante. Et en particulier est très utilisé le diclofénac, et il a été massivement utilisé en Inde à partir des années 80 jusqu'à la fin des années 90 pour prévenir la fièvre et la claudication du bétail. Diapo suivante. Alors le problème, c'est qu'en utilisant ce diclofénac, on a induit une très très forte mortalité des populations de vautours en Inde, presque 100%, hein, vous voyez 97%, et la majorité des morts de vautours est liée à une insuffisance rénale qui est causée par une intoxication au diclofénac. Diapo suivante. Alors le problème, c'est la disparition des carcasses en Inde. Donc en Inde, il n'y a pas un système forcément hyper efficace d'équarrissage, et les vautours jouent ce rôle en fait et prennent en charge, entre guillemets, se nourrissent des carcasses. Diapo suivante. Donc le problème, c'est que quand il n'y a plus les vautours, les carcasses restent, et ce qui s'est passé, c'est que d'autres carnivores ont pris le relais, et essentiellement des chiens errants. Diapo suivante. Il y a aussi des cochons, il y a des rats, bien sûr, qui ont fait ça. Et le problème de ces chiens errants, c'est qu'ils sont vecteurs de la rage, donc ils sont porteurs de la rage, pardon. Et de ce fait, la rage est transmise par les morsures de chiens errants à l'homme. Diapo suivante. Et donc, en fait, au cours de ces 20 dernières années en Inde, on évalue qu'il y a environ 30 millions de chiens errants vivant en Inde, ce qui en fait la plus grande population de carnivores au monde. Il y a près de 20 millions de cas de morsures qui sont signalés chaque année en Inde, avec un mort de la rage toutes les 1000 morsures, je vous laisse faire le calcul. Donc il y a une estimation de la rage à 20 000 morts par an, ce qui représente un tiers de la mortalité mondiale due à la rage. Et ça a un coût économique assez faramineux, puisque ça a été évalué à peu près à 30 milliards de dollars par an. 1 pour le traitement des Indiens traités contre la rage, et 2 pour la gestion de la population des animaux porteurs de maladies. Et, il faut vacciner et stériliser les chiens. Et il faut aussi prendre en charge les problématiques associées malheureusement aux autres animaux, comme les rats, et des maladies telles que l'anthrax, qui sont apparues aussi en parallèle de la rage, apportées par ces animaux qui prennent le relais. Donc tout ça, ça a emmené à devoir apporter des solutions politiques et globales à un problème qui est initialement un problème vétérinaire, en gros, qui est dû à une utilisation d'anti-inflammatoires chez du bétail. Donc pour illustrer ça, diapo suivante, en fait, je vous ai mis un graphe que je trouve assez pratique qui exprime les valeurs de la faune sauvage, en fait. Et tout l'intérêt de la conservation de la biodiversité,
et le lien qu'il peut y avoir entre émergence de maladies liées à la faune sauvage et la conservation de la biodiversité. Avec des valeurs positives, socio-culturelles, nutritionnelles, économiques et écologiques qu'apporte l'animal, et des valeurs négatives, puisqu'on peut avoir des problèmes de santé, des dégâts et de la prédation, donc des dégâts en particulier sur certaines zones agricoles, et puis tout un tas de paramètres qui sont dans ce graphe que je vous laisserai lire tranquillement. Diapo suivante. Donc la deuxième illustration concerne les problématiques d'espèces invasives, avec l'exemple des écureuils. Alors là, on va rester en France. Donc là, vous avez les écureuils qui sont présents en France. Donc, normalement, on est censé avoir l'écureuil roux, mais on trouve aussi maintenant de l'écureuil de Pallas et de l'écureuil de Corée, qui sont des espèces introduites. Au Royaume-Uni, en Italie, on trouve aussi de l'écureuil gris, donc on n'est pas très loin, mais on n'en a pas trop. Pour l'instant, on en a repéré quelques-uns à la frontière italienne, je crois. Diapo suivante. On est assez sensible à l'écureuil gris parce qu'il a quand même fortement supplanté l'écureuil roux en Grande-Bretagne, et qu'il a permis, malheureusement, il a introduit un virus qui est assez qui est dangereux pour l'écureuil roux. Diapo suivante. Là, le problème de l'écureuil de Corée en France, donc c'est un écureuil qui vient d'Asie et qui a été vendu comme NAC dans les animaleries, mais qui bien sûr a été relâché dans la nature par les propriétaires dans les années 70. Et depuis, on retrouve 25 populations en Europe, dont 11 en France, et plus particulièrement 8 en Île-de-France, dont une en forêt de Sénart, qui est assez importante. Ce n'est pas une espèce qui prolifère énormément, qui induit des dégâts auprès des populations similaires, à savoir l'écureuil roux. Il y a des compétitions possibles avec les autres rongeurs, musaraignes et autres, mais ce n'est pas trop violent. La problématique liée à l'écureuil de Corée, donc au tamia, c'est sa potentielle contribution à l'émergence de la borréliose de Lyme. Diapo suivant. Donc là aussi, c'est des travaux qui ont été effectués par des collaborateurs du muséum. Donc ils ont étudié le tamia de Sibérie en forêt de Sénart et l'ont comparé avec les rongeurs présents naturellement en forêt de Sénart, à savoir le mulot sylvestre et le campagnol roussâtre. Et là, vous voyez la densité d'abord du rongeur. Donc le tamia, sa densité est très élevée en forêt de Sénart, alors qu'elle est faible pour les deux autres rongeurs. Et la charge antique, qui est le vecteur de la maladie de Lyme, est d'autant plus élevée chez le tamia de Sibérie, puisqu'on peut retrouver jusqu'à plusieurs centaines d'individus sur un seul de ces petits rongeurs, alors que d'habitude sur les autres, sur le mulot et le campagnol, c'est relativement faible. La prévalence en bactéries est élevée aussi dans les tiques présentes sur le tamia, alors qu'elle est nulle sur les tiques présentes sur le mulot et faible sur les tiques présentes sur le campagnol. Donc ça illustre un rôle potentiel du tamia de Sibérie dans l'émergence de la maladie de Lyme, d'autant plus qu'en forêt de Sénart, on a quand même beaucoup de chevreuils qui sont aussi porteurs de tiques, et que les deux cohabitent cohabitent complètement. Les conséquences de ça a quand même été un règlement européen, qui n'est pas très vieux, parce que vous voyez, ça date de 70, le relâchage en forêt, mais le temps de prendre des décisions, d'aller jusqu'au bout. Le décret d'application en France, il date malheureusement que de février 2018. Donc depuis, la vente est interdite. Diapo suivante. Le troisième, donc on grossit encore en parasite. Là, je voulais vous parler d'expansion du paludisme dans un contexte de changements globaux. Donc le paludisme est dû à un parasite qui s'appelle Plasmodium. Il y a plusieurs espèces, donc ça touche quand même énormément la population. 40% de la population mondiale est atteinte, et vous avez plusieurs millions de morts par an, essentiellement des enfants. Le vecteur est un moustique anophèle femelle. Diapo suivante. Donc on a un paludisme importé en France, hein. On a même le plus important de l'Europe, puisqu'on est à 6 000 7 000 cas de paludisme importé en France. Diapo suivante. Donc il est essentiellement dû à Plasmodium falciparum, qui est celui qui induit des décès. Donc, cette origine de Plasmodium falciparum est majoritairement d'origine africaine, et essentiellement dû à des mouvements de population. Donc je vous ai mis les motifs des voyages sur le côté. Alors c'est essentiellement des visites au pays d'origine, et vous avez la carte dessous qui montre bien les échanges avec l'Afrique. Donc là, on a clairement un lien entre les mouvements de population et l'importation du paludisme en France. Diapo suivante. On a des choses un petit peu plus anecdotiques, comme du paludisme autochtone en France métropolitaine. C'est assez rare, hein. Normalement, on n'en a plus depuis les années 40, 60.
Mais de temps en temps, on a des cas qui émergent, donc comme un cas en 2006 en Corse et 2 cas en 2008 avec Plasmodium falciparum. Diapo suivante. Donc en fait, ces cas de paludisme entre guillemets autochtone, on se rend compte qu'à chaque fois, ils sont liés à une proximité avec les vecteurs et des échanges avec des gens qui rapportaient donc, du plasmodium importé, qui a pu passer malheureusement dans les populations d'anophèles présentes en France. Hein. Vous voyez la carte en jaune, il y a des moustiques du genre Anophèle qui sont partout présents en France, et il y en a beaucoup qui peuvent servir pour transmettre le paludisme, même si on n'a pas de paludisme endémique en France. Mais il suffit d'avoir un porteur, un moustique qui prélève du sang, et ça peut tourner, ça peut être la cause du passage. Donc c'est ce qui s'est passé avec ce cas corse, où en gros on s'est rendu compte que le patient avait été en contact avec un cas importé de Madagascar et que le délai était faisable pour passer sur un autre anophèle qui pouvait le passer de ce fait à un cas autochtone. Et pour le cas falciparum, là, c'est des cas qu'on a définis comme étant des cas d'aéroport. Donc, les patients étaient à proximité de Charles de Gaulle. C'était en plein été où on avait des températures bien élevées. Je vous ai mis les températures sur le côté. Donc, en fait, diapo suivante. Il y a un lien aussi entre la température et l'expansion du paludisme, puisque la durée du développement du parasite dans le moustique dépend de la température. Donc, on voit que le potentiel épidémique du paludisme est au maximum à 32 degrés. Pendant l'été où les 2 patients ont été contaminés par Plasmodium falciparum, au mois d'août, la température pouvait atteindre 31. Donc, on était assez proche du maximum. Dans ces cas-là, le paludisme peut se développer assez vite et la contagion peut être rapide. Donc ça, c'est un lien qui est intéressant à faire entre justement les changements de température et l'expansion d'un parasite comme le paludisme. Diapo suivante. Et en fait, là, on arrive à le lien qui est l'aéroport. Donc ce qu'on appelle le paludisme d'aéroport en France, avec des transmissions par anophèles. Alors, il y a l'option de dire que les anophèles peuvent avoir été emmenés d'un pays endémique. Ça dépend, je dirais, du niveau de désinsectisation des avions. C'est pas toujours fait, mais c'est relativement fait dans certaines compagnies. Et de mettre en face, bien sûr, le fait que quand on ramène un passager positif, si on a des anophèles pas trop loin et qu'on a des conditions climatiques pas trop mauvaises, on peut créer une infection locale là où se retrouve le moustique infesté. Diapo suivante. Donc en fait, ça, c'était pour illustrer les mouvements de population avec le risque infectieux. Dans cette revue, vous voyez, ils ont modélisé un peu les échanges qu'il a pu y avoir entre l'époque où en gros les modes de transport étaient plutôt à cheval et limités, la voiture et l'avion, et on voit que les contacts sont de plus en plus lointains et donc peuvent favoriser les échanges d'agents pathogènes sur des grandes distances. Ce qui est assez évident, mais voilà. Diapo suivante. Ça, c'est juste un petit cartoon que je trouvais assez intéressant parce que c'est un petit peu, ça marche aussi pour Plasmodium. Voilà, donc ça c'est pour illustrer le. Donc, toujours dans le paludisme, il y a la problématique de la déforestation et de l'exploitation minière. Donc, il y a plein de causes à la déforestation. Pourquoi on déforeste? Et une des causes, c'est l'activité minière pour extraire des métaux. Diapo suivante. Donc là, sur cette carte, vous avez en haut à gauche au Brésil la présence, la répartition du paludisme. Ça date de 2017, ça a été fait entre autres par l'OMS et puis par l'organisation américaine. Et à droite, en vis-à-vis, vous avez la carte des forêts, en fait, des différents territoires qu'il y a au Brésil. Donc vous voyez que se superposent assez bien les lieux de forte contamination au palu et les zones où la forêt est relativement présente. Mais c'est un peu plus complexe que ça, puisqu'on se rend compte que dans les zones qu'on déforeste, on peut accentuer d'autant plus la présence du paludisme. Diapo suivante. Donc en particulier, pendant une exploitation minière, quand les mineurs mettent le feu aux arbres pour pouvoir creuser des fosses afin d'accéder aux mines d'or, enfin pour extraire de l'or, on se rend compte que dans ces fosses abandonnées, il y a de l'eau qui vient s'accumuler.
et ça crée des conditions assez idéales pour la reproduction du moustique qui va transmettre le paludisme. Et il y a des chiffres qui sont sortis ces dernières années. Donc, par exemple, vous voyez que l'extraction de l'or a détruit plus de 100 km² de terre sur 3 territoires autochtones d'Amazonie ces 3 dernières années. Et en parallèle, l'augmentation du taux de transmission du paludisme dans les zones d'exploitation minière a flambé de près de 50% dans ces territoires autochtones. Une grande partie aussi de la déforestation cette année, malheureusement en 2020, a concerné l'État du Pará, qui est en haut à gauche du Brésil. Si vous revenez sur la carte précédente, vous le verrez. Et là aussi, on a pu voir qu'il est un peu au milieu, en haut, dans le vert. Et on a là près de 20% d'augmentation de la transmission du paludisme. Diapo suivante. Donc là, c'est une étude qui a été faite sur des zones où il y a eu déforestation. Et donc vous avez une vue satellite avec il y a des étangs, il y a des îlots de forêt et il y a de la présence humaine avec des ranchs. L'étude a montré que les moustiques Anopheles darlingii, qui sont là le vecteur du paludisme dans cette région, sont abondants dans les zones déboisées et que les prélèvements d'eau qui sont situés en bordure de forêt sont plus souvent positifs pour les larves d'Anopheles darlingii. Donc c'est les étangs 13 et 16. En étang 15, qui est entièrement déboisé, par contre, là, il n'y a plus de larves, donc il faut quand même une bordure entre les prélèvements d'eau, il faut de l'eau et une bordure de forêt. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte que les restes de forêt à l'intérieur des zones déboisées confèrent un risque accru de paludisme. Donc, en fait, le lien, il est plus complexe que déforestation, expansion du paludisme. Il y a des conditions à la fois de création de gîtes larvaires par présence d'eau et des zones de contact entre des fragments de forêt et la possibilité d'augmenter le paludisme. Diapo suivante. Donc ça permet aussi de synthétiser les effets néfastes des changements entre les écosystèmes et les impacts que ça a sur la santé humaine. Donc ça reprend en gros tous les phénomènes de modification environnementale et les conséquences que ça a à la fois directes et indirectes sur la santé humaine. Diapo suivante. Donc le dernier exemple, c'est là on s'intéresse à un ver, qui est l'épidémie de bilharziose en Corse. On est toujours à la recherche du réservoir animal. Donc les bilharzioses, normalement, sont des maladies parasitaires tropicales dues à des vers plats, du genre schistosoma, et l'homme se contamine quand il est dans l'eau douce et qu'il rentre en contact avec les formes infestantes du parasite, qu'on appelle les furcocercaires, qui sortent en fait d'un mollusque. Donc le cycle nécessite un hôte intermédiaire qui est un mollusque d'eau douce, et chaque espèce est propre et chaque espèce de schistosome a son hôte intermédiaire propre. Donc en particulier, Schistosoma hematobium a pour hôte intermédiaire un bulin, on va revenir dessus. Et vous voyez, toutes ces espèces sont localisées en Afrique, en Amérique, en Asie du Sud-Est, elles ne sont pas en Europe. Diapo suivante. Donc là, il y a une bilharziose qui est apparue en Corse récemment, et le parasite en cause est là, en fait, un hybride entre Schistosoma hematobium et Schistosoma bovis. Alors il faut savoir quand même que Schistosoma bovis a été décrit dans les années 60 sur le cheptel bovin corse. Et l'hypothèse actuelle, c'est que cet hybride aurait une origine sénégalaise, puisqu'on a identifié au nord du Sénégal des rapporteurs de la même souche hybride que celle trouvée en Corse. Donc, comment s'est passée la transmission de la bilharziose en Corse? Donc, vous avez le petit cycle en bas avec l'explication. En gros, tout part d'un baigneur infesté qui va aller uriner dans la rivière en libérant les œufs de schistosome dans l'eau. Donc ces œufs vont se transformer en larves qui vont pénétrer dans les bulins. Des bulins vont sortir les larves, les furcocercaires, dans l'eau, qui vont pénétrer par la peau dans un baigneur sain. Donc on finit le cycle comme ça tourne. Et dans l'homme, dans le patient, donc les cercaires vont devenir des schistosomes adultes, se reproduire et pondre, et on va trouver les œufs dans la vessie qui vont créer des dommages et créer la bilharziose urogénitale qui est connue. Diapo suivante. Donc la situation de la bilharziose en Corse actuellement, on sait qu'il y a eu une centaine de cas humains dont l'origine semble une baignade dans la rivière du Cavou en bas. Il y a eu plein de cas détectés en 2014 avec une baignade qui a dû avoir lieu en 2013. Donc ensuite le fleuve a été interdit à la baignade. Mais dès la réouverture en 2015, en fait, il y a eu de nouveaux cas qui ont été contractés. Et récemment, en juin 2020, il y a un nouveau cas qui a été décrit
Alors, pas avec une baignade dans le Cavou, mais dans la rivière de Solenzara, donc juste au-dessus, c'est toujours la même région en fait, à peu près. Alors cette persistance entre l'été 2013 et l'été 2020 montre 2 choses, c'est que, il n'est pas possible que les mollusques soient les seuls responsables de la contamination parce qu'un mollusque parasité ne dépasse pas l'année en durée de vie et que le réensemencement, de la rivière ne peut se faire que par un hôte du parasite qui est obligatoirement un mammifère et la question c'est de savoir lequel. Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est un animal, réservoir? Diapo suivante. Donc, pourquoi la maladie se cantonne à la région du Cavou? Donc le mollusque, est bien présent en Corse et plus largement en Europe du Sud. Mais on s'est rendu compte que dans cette rivière du Cavou et celle de Solenzara et les 2 autres proches, il y a une population particulièrement dense d'ébulins, porteurs. Alors le problème, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose sur l'écologie de ce mollusque, en zone tempérée en particulier, parce que c'est des maladies normalement qui sont tropicales, et qu'à chaque fois qu'on a des informations, c'est dans des environnements où les variables environnementales sont tropicales. Donc ici, par exemple, les températures des rivières corses, elles sont quand même inférieures aux températures des eaux en zone tropicale, parce qu'en hiver, la température du Cavou, elle descend à 7-8 degrés, ce qui est très loin d'une zone tropicale. Et l'autre facteur, c'est qu'il ne faut pas oublier que cette rivière, elle est très fréquentée, puisqu'il a été estimé que 3 à 5 000 personnes peuvent y être présentes par jour en été. Diapo suivante. Donc là, on arrive au rôle des animaux dans l'épidémiologie de la bilharziose. L'hypothèse, c'est qu'il y a un réservoir animal. Alors, il peut être humain, local, voyageur, touriste venant de la même zone. Mais il faut se rappeler que le parasite étant hybride, on peut se poser des questions. Alors, hématobiome est bien spécifique de l'homme, mais bovis a un spectre d'hôtes plus large. Même s'il préfère les bovins, les ovins et les caprins, il a été identifié dans les rongeurs. Donc, à l'heure actuelle, il y a une recherche d'un réservoir animal qui serait capable d'entretenir le cycle. La problématique, c'est qu'aucun des prélèvements qui a été fait sur les bovins, ovins, caprins et sur des rats à proximité de la rivière ne sont revenus positifs. On n'a aucune information sur le réservoir. Et pour l'instant, ils réfléchissent à élargir l'étude à d'autres mammifères, mais je ne crois pas que c'était encore réalisé. Diapo suivante. Donc en fait, comment s'est finalisée la gestion de la bilharziose en Corse? C'est là où on revient sur le concept One Health, encore une fois, c'est-à-dire qu'on a choisi des approches intégrées pour mettre autour d'une table des acteurs impliqués dans l'écologie, la santé humaine, la santé animale, des politiques publiques, l'idée étant d'éradiquer les foyers de bilharziose. Donc tout ça, ça s'est fait avec des actions à la fois nationales, mais bien sûr en Corse. Donc je vous ai mis tout un listing de choses qui ont été préconisées afin d'essayer de contrôler cette problématique, cette micro-épidémie qu'il y a en Corse. Donc par exemple, dernière diapo, je crois que j'en ai plus qu'une, voilà, c'est le genre d'affiche qui a été édité et diffusé pour essayer de prévenir les gens, mais aussi les acteurs locaux, de comment gérer un cas d'épidémie à la bilharziose. Voilà, je pense que j'ai fini. Donc j'espère que vous avez pu voir à travers ces illustrations toutes des connexions entre la santé humaine, la santé environnementale et la santé vétérinaire, parce qu'en gros, de vous montrer les connexions entre un environnement anthropolisé et la santé de ses habitants, animaux ou humains. Voilà, je vous remercie. Très bien. Et donc, on va changer de milieu, on va discuter de l'océan, on va discuter d'écosystèmes marins. Donc, je m'éloigne un peu du concept One Health, même si finalement, ça en fait quand même partie. Je vais surtout parler de la santé des écosystèmes marins. Vous verrez qu'il y a quand même un lien avec la santé humaine, dans des cas peut-être plus tenus que ceux dont on a parlé jusqu'à présent. Donc, c'est un thème assez vaste pour en 20 minutes discuter des influences observées prédictibles liées à l'ensemble des changements environnementaux sur l'écosystème marin ou sur les écosystèmes marins. Je vais surtout me concentrer sur le changement climatique, essayer de vous montrer comment il a affecté le fonctionnement de l'écosystème marin depuis un certain nombre de décennies et quelles sont les projections de ces écosystèmes marins en réponse au changement climatique futur. Alors, quand on parle de l'écosystème marin, je ne sais pas si vous êtes familier de ce qu'on appelle écosystème marin, on a plutôt en tête un certain nombre d'espèces iconiques ou d'écosystèmes iconiques, les récifs coralliens, les grandes forêts de laminaires et puis certaines espèces ici, mammifères marins ou autres. Mais en fait, contrairement à l'écosystème continental, ce qu'il faut dire de l'écosystème marin, c'est que les organismes de toute petite taille, les organismes planctoniques, ont une importance capitale dans le fonctionnement de l'écosystème marin. Vous avez ici sur la gauche une couverture de la revue Science qui regroupait un certain nombre
d'articles du projet Tara, qui a documenté la diversité planctonique dans l'océan au cours des dernières années. Et vous avez sur la droite ici une image de la couleur de l'eau qui nous permet de suivre la concentration des organismes autotrophes phytoplanctoniques, donc ces microalgues, qui sont à la base de la plupart des chaînes alimentaires dans l'océan. Donc, contrairement à l'écosystème continental, où ce sont des organismes de grande taille qui sont principalement autotrophes, dans l'océan, c'est vraiment le phytoplancton qui va piloter l'existence de la plupart des chaînes alimentaires. Alors, je vous montre encore un ou deux transparents d'introduction sur l'écosystème marin. C'est intéressant de contraster l'écosystème marin et l'écosystème continental. Ici, vous avez une estimation des biomasses. De la biomasse marine, seulement 6 milliards de tonnes de carbone sous forme de biomasse vivante, alors que côté continental, c'est plutôt autour de 500. Donc, il y a plusieurs ordres de grandeur entre la biomasse dans l'océan et la biomasse continentale. Quand on regarde aussi les pyramides trophiques, donc la biomasse des producteurs primaires et la biomasse des consommateurs, on a aussi des formes de pyramides très différentes dans l'océan et sur les continents. Mais ce qu'on peut dire malgré ces différences, c'est que sur les continents et dans l'océan, on a des quantités de matière organique produites chaque année qui sont très similaires, autour de 50 milliards de tonnes de carbone par an. Donc, malgré des fonctionnements de ces écosystèmes très différents, en termes de production primaire, donc de flux de carbone qui vont passer de l'inorganique à l'organique, on a à la fois pour les continents et pour l'océan des valeurs assez similaires. Donc, des fonctionnements de base différents, mais une importance pour les grands cycles biogéochimiques relativement comparables. Alors, pourquoi on s'intéresse aux écosystèmes océaniques? Pour plein de raisons, mais si on parle de services écosystémiques, on en liste en général trois grands types pour l'écosystème marin. D'abord, un service provisionnel lié à la pêche en particulier. Autour d'une centaine de millions de tonnes sont pêchées par an. C'est 20% des protéines animales pour la population mondiale et c'est en termes économiques, un secteur très important. En termes politiques aussi, on en discute ces jours-ci avec le Brexit. Le tourisme aussi, donc un service écosystémique récréationnel cette fois-ci, en lien avec les écosystèmes marins. On peut par exemple mentionner l'importance des récifs coralliens et un grand nombre de pays qui attirent les touristes grâce à l'existence de ces récifs coralliens. Vous avez ici quelques chiffres pour la Grande Barrière de Corail en Australie. Et puis enfin, un dernier service écosystémique rendu par les écosystèmes océaniques qui est lié à cette fois-ci un rôle régulateur dans le cycle du carbone et dans le maintien de la concentration de CO2 de l'atmosphère à des niveaux plutôt faibles. Et ça, c'est lié au fait que l'océan est un énorme réservoir de carbone. Il échange chaque année des quantités importantes de CO2 avec l'atmosphère. Et vous le savez peut-être aussi, l'océan absorbe près de 25% des émissions anthropiques de CO2. Donc, il a un rôle important dans la régulation du CO2. Et l'écosystème océanique, via la production de matière organique en surface et puis ensuite la chute de cette matière organique vers les profondeurs de l'océan, contribue à un gradient vertical de carbone dans l'océan et donc à un stockage de carbone dans l'océan profond. Et donc évidemment, de la santé de l'écosystème océanique peut aussi dépendre le rôle de régulation de l'océan dans le cycle du carbone et donc potentiellement dans l'évolution du système climatique. Voilà, donc je vais, après cette courte introduction, peut-être discuter rapidement de l'impact du changement climatique sur l'océan et sur ces écosystèmes océaniques. J'essaierai de vous montrer ce qu'on sait des dernières années et puis ce qu'on peut projeter pour les prochaines décennies. Et puis enfin, je discuterai, pour conclure, d'autres menaces environnementales qui pèsent sur l'écosystème océanique et discuter peut-être aussi de solutions qui sont mises en place aujourd'hui pour peut-être protéger certains de ces écosystèmes océaniques. Alors, l'océan est un acteur essentiel du système climatique. J'ai expliqué qu'il absorbait du carbone, il absorbe aussi une part importante de l'énergie additionnelle dans le système en lien avec l'augmentation des gaz à effet de serre. Mais en retour, ce changement climatique modifie les propriétés physiques, chimiques de l'océan et donc la biologie et le fonctionnement des écosystèmes océaniques. Et donc, je vais passer en revue un certain nombre de ces modifications et essayer de vous montrer ce qu'on est capable de dire aujourd'hui sur la modification de l'écosystème océanique. Alors, je commence par des choses assez simples. La température de l'océan augmente de façon parallèle à la température de l'atmosphère. Là, vous avez des courbes sur les 150 dernières années qui vous montrent la température ou les anomalies de température moyenne en surface de l'océan, avec un réchauffement d'un peu moins de 1 degré depuis le début du XXe siècle. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'océan emmagasine une grande partie de la chaleur additionnelle dans le système, parce que les gaz à effet de serre augmentent.
Et donc l'océan de surface se réchauffe, mais l'océan en profondeur se réchauffe également parce que cette anomalie de température est transmise dans les masses d'eau profondes par la circulation océanique. Deuxième indice important quand on s'intéresse au changement climatique et à l'océan, c'est cette augmentation du niveau des mers d'à peu près 20 cm depuis le début du XXe siècle. Donc l'augmentation du niveau des mers est liée à l'augmentation de température qui fait que un volume d'eau va occuper, une masse d'eau va occuper un volume un peu plus grand quand elle est plus chaude, et puis c'est aussi lié à l'arrivée d'eau douce qui vient des continents, liée à la fonte des glaces. Et donc cette augmentation du niveau des mers, elle va avoir une importance capitale pour les écosystèmes côtiers, et en particulier pour certains types d'écosystèmes comme les forêts de mangroves ou les marais salés. Et puis enfin, pour les écosystèmes qui vivent dans les zones polaires, la fonte de la banquise, et ici en Arctique, où depuis à peu près une trentaine d'années, on documente une perte d'à peu près la moitié de la surface de banquise en été. Ça aussi, ça va avoir une importance capitale sur le fonctionnement de ces écosystèmes. Alors, principalement pour les écosystèmes qui dépendent de la banquise, mais évidemment, la banquise, elle a de nombreux rôles. Elle bloque le rayonnement solaire en grande partie. Il y a des écosystèmes qui se développent dans la glace de mer également, et un certain nombre d'espèces qui sont très dépendantes de l'existence de cette glace de mer. Donc, là encore, cette modification physique du système aura un impact capital sur l'écosystème, ou a déjà un impact capital sur l'écosystème. Et puis enfin, cette fois-ci, une modification chimique de l'environnement marin qui est liée à la capacité de l'océan à absorber du carbone, du CO2. Donc, comme le CO2 est un acide faible, l'océan répond, ou la chimie de l'eau de mer répond à cette absorption de CO2 par une baisse du pH, et donc par ce qu'on appelle l'acidification de l'océan. Et vous avez ici sur la droite des courbes qui vous montrent qu'on documente une baisse du pH, plusieurs stations marines, à la fois dans le Pacifique, dans l'Atlantique. Et le consensus, c'est que l'océan de surface aurait perdu à peu près un dixième d'unité pH depuis le début de l'ère industrielle. C'est une modification de la chimie très importante pour les écosystèmes. Alors, qu'en est-il des écosystèmes? C'est évidemment plus compliqué. C'est compliqué de faire des moyennes globales. On a souvent moins d'observations, on a souvent des séries temporelles qui sont beaucoup plus courtes et qui sont fortement impactées par des variations naturelles du système. Et donc, je vous montre ici des données qui sont liées à l'abondance de certains types de micro-organismes, ici du zooplancton, des copépodes, ce sont de petits crustacés. Et en particulier dans cette zone ici, où on est dans le golfe de Gascogne, en tout cas dans l'Atlantique Nord-Est, on a des données depuis assez longtemps, depuis le début des années 50. On est capable, sur une soixantaine d'années, de montrer une modification de la distribution de ces espèces, avec un déplacement vers le nord des espèces tempérées d'eau chaude, ici pour des copépodes. Et donc c'est un des endroits où on a vraiment les données sur les plus longues séries temporelles, et on est capable de documenter ces déplacements de population. Alors, on n'a pas seulement des données dans cette zone-là, et on commence à regrouper des données dans un certain nombre de zones. Je vous montre ici les résultats qui ont été publiés par l'IPCC, par le GIEC, il y a déjà quelques années, avec en moyenne des déplacements, des modifications de la répartition des espèces marines importantes depuis les années 50, de l'ordre de 50 km par décennie en surface, en général vers les pôles. En profondeur aussi, les organismes benthiques montrent des déplacements de ces aires de répartition. Et on a pu corréler de façon assez précise ces déplacements d'aires de répartition de certaines populations ou communautés avec la température, et en particulier avec ce qu'on appelle la climate velocity, qui relie l'augmentation de température avec ces gradients de température spatiaux. Donc, vous avez ici une carte de l'évolution de cette climate velocity au cours des dernières décennies, où vous voyez qu'en particulier dans les zones tropicales, dans les zones où la température varie assez peu spatialement, une augmentation de température va imprimer fortement sur cette climate velocity. Donc on voit vraiment le déplacement des populations marines vers les pôles dans la plupart des bassins océaniques pour lesquels on a des données. Alors ces dernières années aussi, beaucoup de littérature sur les récifs coralliens dont je parlais tout à l'heure, en particulier lié à l'impact du réchauffement qui conduit à ces épisodes de blanchissement des coraux. Et donc, en particulier au cours des 10 dernières années, il y a eu un certain nombre d'épisodes de blanchissement très sévères, liés par exemple aux événements El Niño des années 2015-2016. Et donc là, vous avez une carte récente, publiée en 2018, qui vous montre l'ampleur mondiale de ces épisodes de blanchiment en 2015-2016, qui a frappé l'ensemble des bassins tropicaux, à la fois le Pacifique Ouest, l'Indien et puis même les Caraïbes. Et donc, on documente une augmentation importante de ces épisodes de blanchiment en lien avec l'augmentation de température. Et donc là, on voit bien que ces épisodes ils sont liés à des événements naturels, comme un épisode El Niño, et puis à cette augmentation moyenne de la température, qui fait que ces épisodes naturels
Ces vagues de chaleur océaniques, elles ont lieu avec des températures de plus en plus élevées à cause de cette augmentation de température moyenne. Et donc là aussi, ont été documentées un certain nombre de vagues de chaleur océanique dans un certain nombre de régions du monde et leurs impacts sur les écosystèmes océaniques. Alors j'ai parlé de ce qui s'est passé ici dans le Pacifique Ouest ou dans l'océan Indien en lien avec les épisodes El Niño de 2015-2016. Il y a eu d'autres grandes vagues de chaleur océaniques récemment, en particulier les épisodes ici au large de la côte ouest des États-Unis qu'on a appelé The Blob, où pendant plusieurs années la température a été anormalement chaude, avec des impacts sur l'écosystème très importants, sur la pêche, mais aussi sur le fonctionnement d'un certain nombre d'espèces clés, sur les forêts laminaires, les forêts de kelp, qui ont été fortement touchées par ces températures très élevées. Donc on documente et on attribue au changement climatique ces épisodes de vagues de chaleur océanique et leurs impacts sur l'écosystème marin. Alors j'ai dit que je parlerais un tout petit peu de santé humaine. Il y a certaines études sur les liens entre augmentation des températures et occurrence, présence de certains pathogènes, ici des bactéries Vibrio qui sont associées par exemple au choléra humain. J'ai trouvé ce papier intéressant, publié il y a quelques années dans la revue PNAS, qui montrait à partir des données, les mêmes données dont celles dont j'ai parlé pour les copépodes ici dans l'Atlantique Nord-Est, c'est des données anglaises du Continuous Plankton Recorder, où ils ont fait des analyses génomiques à partir de ces récoltes de matière organique dans l'Atlantique Nord-Est. Et ils ont montré des corrélations assez bonnes entre la présence de ces vibrios et la température de surface. Dans l'Atlantique Nord ici, c'est le site qu'on a au centre de l'Atlantique ici, et puis pour un certain nombre de sites plus côtiers, comme en mer du Nord ou également côté États-Unis. Et dans l'article aussi, je ne vous montre pas de figure, il y a des liens entre la présence de ce vibrio dans des eaux marines côtières et des occurrences de maladies chez l'homme dans certaines de ces zones-là. Donc, ça demanderait sans doute encore du boulot pour démontrer ces liens. Pour l'instant, c'est surtout des corrélations. Mais on voit bien qu'il y a un lien entre la température, donc le réchauffement des eaux, la présence de ces bactéries dans l'eau de mer, alors souvent chez les copépodes ou chez les poissons, et puis peut-être l'émergence de maladies humaines causées par ces pathogènes. Alors, quelques mots sur les projections climatiques. Quel pourrait être l'état de l'écosystème océanique au cours des prochaines décennies? J'ai surtout parlé de l'influence de la température, mais il y a beaucoup d'autres choses qui changent. L'acidification de l'eau de mer, mais aussi une modification des courants marins en lien avec le réchauffement. À quoi on s'attend pour les prochaines décennies? À quoi on s'attend en termes de production, par exemple, de l'écosystème océanique, et puis en termes de services rendus par cet écosystème aux sociétés humaines? Alors, pour apprendre de ces projections, on utilise des modèles climatiques, les mêmes modèles qui sont utilisés pour réaliser les projections climatiques qui sont largement popularisés. Et dans ces modèles climatiques, on a intégré des représentations, alors simplifiées, de l'écosystème océanique. Des représentations simplifiées où on va détailler le fonctionnement d'un certain nombre de types phytoplanctoniques, d'un certain nombre de types zooplanctoniques, et puis dans certains modèles, on peut aller jusqu'à la représentation de niveaux trophiques supérieurs, jusqu'aux poissons, par exemple. Et donc, on utilise ces modèles alors, on a besoin de gros calculateurs, et puis on utilise ces modèles avec des scénarios d'évolution des émissions de CO2 ici, en contrastant des scénarios où les émissions augmentent fortement au cours du XXIe siècle, et puis des scénarios où les émissions de CO2 diminuent fortement suite à l'adoption de politiques climatiques importantes. Et donc là, vous avez un exemple de projection, ici pour l'Atlantique, où vous avez l'évolution des températures de surface, dans le cas d'un scénario où les émissions augmentent fortement, et puis ici à droite, dans le cas d'un scénario où les émissions sont limitées et diminuent à partir de 2020. Et donc vous voyez qu'à partir de la moitié du siècle, à peu près, les deux scénarios divergent en termes de température de surface et en termes d'acidité de l'eau de mer, avec des mondes très différents à la fin du XXIe siècle, pour la température, pour l'acidité, mais aussi pour la circulation océanique mondiale. Et donc, vous le voyez ici, même si les émissions divergent dans ces scénarios à partir de 2020 en raison de l'inertie du système, c'est seulement à partir de 2040-2050 qu'on voit des vraies différences entre ces scénarios. Donc on s'est intéressé à l'impact de l'augmentation de température, de la modification de circulation, et puis à ce changement d'acidité sur le fonctionnement de l'écosystème océanique. Alors je vais peut-être vous donner deux exemples. Le premier est lié à la production primaire. Comment est-ce que le changement climatique pourrait impacter la production primaire dont je parlais
en début d'exposé. Et puis ensuite, comment cette production primaire ou cette modification de production primaire pourrait affecter ensuite l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble des chaînes alimentaires et potentiellement la pêche. Alors, je rappelle ici que la croissance du phytoplancton dans l'océan de surface, elle est évidemment pilotée par la lumière, par la température, mais sans doute principalement par l'abondance en éléments nutritifs. Et ces éléments nutritifs, ils sont surtout abondants dans l'océan profond et ils sont amenés vers l'océan de surface où le phytoplancton se développe grâce au mélange océanique et grâce aux grands courants océaniques. Et en fait, avec le changement climatique, on s'attend à un océan moins bien ventilé, plus stratifié. Ça, c'est surtout lié à l'augmentation de température des eaux de surface qui les rend moins denses. Et donc, des eaux moins denses se mélangent moins bien avec les eaux de subsurface. Et donc, on s'attend, avec le changement climatique, à une baisse de l'apport des éléments nutritifs en surface et donc à une baisse de la production primaire phytoplanctonique. C'est ce que nous indiquent ces grands modèles climatiques qui nous indiquent, en moyenne, et surtout dans les régions tropicales, en fait, une baisse de la production primaire océanique. Et donc, quand on s'intéresse à la propagation de cette baisse de la production primaire océanique à l'ensemble de la chaîne alimentaire jusqu'aux poissons, on est capable d'estimer l'impact du changement climatique sur la biomasse totale des animaux et sur le potentiel de prise de pêche ici pour la fin du XXIe siècle par rapport à la fin du XXe siècle. Donc ça, c'est des résultats également repris dans le dernier rapport spécial du GIEC sur l'océan et la cryosphère, où vous voyez des estimations d'un potentiel de prise de pêche en lien avec le changement climatique pour la fin du XXIe siècle dans un scénario où les émissions continuent à augmenter avec des résultats, des impacts très significatifs, des baisses jusqu'à moins 25, moins 30% du potentiel de pêche, en particulier dans les régions tropicales qui sont les régions principalement limitées par l'abondance en nutriments. Dans d'autres régions, par contre, on pourrait s'attendre à une augmentation du potentiel de pêche en lien avec le changement climatique parce que la température augmente ou alors parce que la couverture de banquise diminue. Donc voilà le type de travaux qu'on essaie de mettre en place pour essayer d'estimer l'impact du changement climatique sur l'écosystème. Un petit mot sur les coraux, sur les récifs coralliens, beaucoup d'inquiétudes parce qu'ils réagissent de façon très importante à l'augmentation de température, mais aussi à l'acidification. L'acidification a un rôle important et relativement néfaste, négatif sur les espèces calcifiantes comme les récifs coralliens. Et donc, on s'attend également à une dégradation de la quasi-totalité des récifs coralliens par rapport à leur état actuel, même si le réchauffement climatique reste inférieur à 2 degrés, mais même dans le cas des scénarios climatiques les plus favorables, on s'attend à une dégradation importante des récifs coralliens en termes de composition et de diversité des espèces associées à ces récifs coralliens. Donc, là aussi, au-delà de la pêche, des impacts importants sur l'écosystème océanique. Alors, je vous montre cette figure un peu compliquée, mais qui permet de faire un résumé des grands types d'écosystèmes ou des grands types d'espèces qui seraient peut-être les plus à risque en lien avec le changement climatique. Vous avez ici en ordonnée des niveaux d'acidification ou des niveaux de réchauffement qui sont finalement pilotés par la quantité de carbone ou de CO2 qu'on va émettre au cours des prochaines décennies. Et puis vous avez ici sur la droite des diagrammes qui vous montrent les risques encourus en fonction des niveaux de réchauffement pour un certain nombre d'espèces, avec les espèces les plus à risque, les coraux ici, les coraux d'eau chaude, les ptéropodes, donc des petits gastéropodes d'eau de mer qui vivent dans les eaux polaires et qui ont des coquilles en aragonite, donc très sensibles à l'acidification, mais aussi les bivalves, et puis un certain nombre d'espèces de poissons. Et dans la même publication, on avait estimé à l'époque l'impact du changement climatique sur un certain nombre de services écosystémiques rendus à l'homme par l'écosystème océanique, et en particulier, vous voyez des impacts importants sur les services récréationnels en lien avec la santé des récifs coralliens ou le service rendu par l'écosystème océanique en lien avec la pêche. Alors, j'ai parlé du changement climatique et d'un certain nombre de projections. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres pressions anthropiques qui pèsent sur les écosystèmes océaniques. J'ai parlé donc acidification de l'océan. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est l'eutrophisation, donc les apports d'éléments nutritifs, cette fois-ci en zone côtière, nitrates et phosphates qui viennent perturber l'écosystème côtier et qui peuvent conduire à ces zones hypoxiques, ces zones mortes, en lien avec la dégradation de la matière organique qui a été formée par cet apport d'éléments nutritifs. On peut parler de la surpêche aussi, et puis d'un certain nombre de pollutions, et en particulier de la pollution plastique dont on parle beaucoup ces derniers jours. Voilà, je vous donne juste quelques chiffres sur la pêche. Ça, c'est l'évolution des prises de pêche depuis les années 50. En 1950, on pêchait à peu près 20 millions de tonnes de poissons.
c'est monté assez rapidement jusqu'à atteindre de l'ordre de 80 millions de tonnes de poissons au milieu des années, fin des années 80, début des années 90. Et vous voyez que malgré une augmentation très importante de l'effort de pêche, à la fois lié à un développement des techniques, au fait qu'on explore des océans qu'on n'explorait pas auparavant, au fait qu'on aille pêcher beaucoup plus profond, donc une forte augmentation de l'effort de pêche, pourtant les prises sont restées très stables depuis la fin des années 80, et ça c'est lié à l'effondrement d'un certain nombre de stocks de poissons. Donc il y a aussi un impact très fort d'autres effets sur l'écosystème océanique. Ce que vous voyez en bleu ici, c'est l'augmentation de l'aquaculture depuis le début des années 90, hein, qui est très important. Voilà, ça fait un peu plus de 20 minutes que je parle. J'ai quelques mots pour conclure. Donc, vous le voyez, sur la santé de l'écosystème océanique, en tout cas, le panorama est assez sombre. Ce qu'on peut dire, c'est que, bon, peut-être que la conférence climat à Paris, en tout cas, la révision des ambitions climatiques d'un certain nombre d'États, s'ils nous permettent de maintenir le réchauffement sous la barre des 1,5 degrés ou des 2 degrés, évidemment, ça, c'est répondre en partie à ce stress des écosystèmes océaniques. Alors, il faut évidemment continuer à œuvrer en ce sens-là. Il y a un certain nombre d'autres solutions qui sont plutôt des solutions locales ou régionales liées à la régulation des autres stress environnementaux. La mise en place de quotas de pêche, la création de zones marines protégées, la restauration d'un certain nombre d'écosystèmes côtiers pour protéger, préserver la biodiversité. Et donc, il faut avancer sur ces zones, sur ces solutions peut-être plus locales et régionales pour peut-être protéger ces écosystèmes. Un écosystème en meilleure santé résiste mieux à une augmentation de température ou à une baisse du pH. Voilà. Et pour terminer, je vous indique ici une publication assez récente où les auteurs ici s'intéressent à des solutions océaniques pour à la fois lutter contre le changement climatique et lutter contre les effets du changement climatique sur les écosystèmes marins. Et donc, ça permet de discuter d'un certain nombre de solutions qui ont des co-bénéfices. Préserver la biodiversité, favoriser peut-être un certain nombre d'activités humaines en zone côtière et puis lutter contre le changement climatique. Et donc, si vous êtes intéressé par ce type de solution, regardez ce papier-là. Hein. Les solutions ont été pesées en termes de coûts, en termes de gouvernance, en termes d'efficacité, avec des solutions plus ou moins exotiques et même potentiellement dangereuses, et puis des solutions qui peuvent apporter ces co-bénéfices comme la restauration d'écosystèmes côtiers. Dans ce papier sur les solutions, avec Jean-Pierre Gattuso, l'idée, c'était, de façon la plus objective possible, d'essayer de faire la liste de toutes les solutions qui avaient été proposées. Alors, des solutions de petite échelle, de protection des écosystèmes, par exemple. Alors, protection, c'est la mise en place d'aires marines protégées. Hein. Alors ça peut être de petite ou de grande échelle. Et puis des solutions ici plus exotiques. J'imagine que vous avez peut-être entendu parler de solutions de géo-ingénierie en lien avec la fertilisation. Bien sûr. Voilà, donc on a essayé d'utiliser un cadre qui nous permettait de traiter l'ensemble de ces solutions en regardant le coût, le fait que ça soit prêt d'un point de vue technologique ou pas. Et donc, évidemment, il faut éliminer un certain nombre de ces solutions exotiques. La fertilisation par le fer, je crois que le consensus est très clair. C'est à la fois peu efficace, c'est dangereux parce que ça affecte l'écosystème de façon complètement non contrôlée. Ça pourrait conduire à la production d'autres gaz à effet de serre, etc., etc. Je peux dire un mot hein, pour ceux qui ne connaissent pas la fertilisation par le fer. Dites-en un mot, hein, parce que je ne pense pas que tout le monde sache effectivement de quoi il s'agit. D'où vient cette idée? Donc, j'ai beaucoup discuté de la limitation par les éléments nutritifs du phytoplancton. On s'est rendu compte à la fin des années 80 qu'une grande partie de l'océan mondial, donc le Pacifique Nord, le Pacifique équatorial et puis quasiment l'ensemble de l'océan austral, dans ces océans-là, le phytoplancton est limité par l'abondance d'un élément micronutritif, le fer sous forme dissoute dans l'eau de mer. Il en a besoin un tout petit peu, mais il en a besoin pour se développer. Et donc, dès la fin des années 80, début des années 90, on s'est rendu compte, avec certaines expériences in situ de fertilisation artificielle, qu'il suffisait de rajouter un peu de fer dans l'eau de mer pour générer un bloom de phytoplancton. Et puis, quand le phytoplancton se développe, il absorbe du CO2 de l'eau de mer, et donc on génère un puits de carbone. Donc, le CO2 de l'atmosphère passe à l'océan, et puis une partie de ce carbone va être emmenée dans les profondeurs, une fois que la matière organique produite par le phytoplancton chute vers les profondeurs de l'océan. Et donc, cette idée de fertiliser l'océan par du fer pour lutter contre le changement climatique, c'est un peu répandu. Il y a un certain nombre de sociétés qui se sont montées, qui proposaient de vendre des quotas carbone en allant fertiliser l'océan. Donc, c'était assez
controversé, évidemment, parce qu'on modifie de façon artificielle un écosystème lointain. On a une idée assez imprécise de l'efficacité de cette méthode et puis des conséquences sur l'ensemble de l'écosystème. Et les travaux menés au cours des années 90, au cours des années 2000, ont montré que c'était beaucoup moins efficace que ce qu'on imaginait au départ. On montrait aussi que les conséquences pouvaient être assez importantes, même à grande distance. Imaginez, vous fertilisez une zone de l'océan austral, et puis en lien avec les courants, vous allez modifier la chimie de l'eau de mer, consommer d'autres éléments nutritifs qui vont venir à manquer, par exemple, dans l'upwelling du Chili-Pérou, où les Péruviens pêchent en quantité importante. Donc on commence à toucher au système et on ne sait pas trop vers où on va. Donc depuis, en tout cas, 2010, il y a un moratoire qui interdit ce type de technique au niveau international, ou en tout cas dans les eaux internationales, même s'il y a encore eu certaines expériences récemment dans des eaux canadiennes, par exemple. Donc ça, c'est une des techniques qu'on a ici essayé de discuter, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup d'autres, hein. Les techniques peut-être les plus, entre guillemets, prometteuses, c'est des techniques qui sont liées à la restauration de la végétation côtière. Mangroves, forêts de macroalgues, marais salants ou les herbiers, c'est des écosystèmes qui sont très productifs et donc qui vont être capables de stocker du carbone, même si la surface est fortement limitée. Et puis, c'est des écosystèmes qui sont importants pour les populations locales en termes de biodiversité, de pêche, par exemple. Donc, on voit sur la partie haute éliminer la surexploitation. Donc, ça, ce sont des mesures, effectivement, mesures politiques prises à l'échelon international. On voit qu'on en est quand même très, très loin. Les aires marines protégées, est-ce que là, il y a des exemples pertinents qui montrent qu'effectivement, ce sont des solutions efficaces en termes de protection des écosystèmes? Est-ce qu'on a un recul suffisant sur ces aires? Non, oui, il y a certaines aires où on a un recul suffisant, évidemment. Le problème des aires marines protégées, c'est qu'on cache derrière le terme aire marine protégée beaucoup de réalités différentes. Il ne suffit pas de déclarer qu'une aire est une aire marine protégée pour que la protection soit efficace. Et donc, il y a des aires marines protégées dans lesquelles il est interdit de pêcher, il est interdit de développer quelque activité humaine que ce soit, et puis il y a des aires marines protégées qui sont, entre guillemets, beaucoup moins protégées. Et puis ensuite, évidemment, si on protège une aire marine, on la protège de l'action directe, peut-être la pêche, l'exploitation d'un certain nombre de ressources ou le tourisme. Mais on ne peut pas la protéger du réchauffement de l'eau ni de l'acidification. Donc l'idée, c'est, en protégeant certains écosystèmes, les rendre plus résistants à ces autres menaces pour lesquelles on ne peut pas faire grand-chose à l'échelle locale, la température et l'acidité de l'eau. Il y a un certain nombre de projets intéressants sur les aires marines protégées, en particulier dans l'océan austral, où un certain nombre d'États ont comme objectif de mettre en place des très grandes aires marines protégées. Et là aussi, il y a des travaux scientifiques intéressants pour essayer de discuter des zones qu'il faudrait protéger. C'est compliqué dans l'océan parce que les masses d'eau bougent. L'endroit où le phytoplancton se développe n'est pas toujours celui où vous allez retrouver les grands prédateurs marins, parce qu'il faut un certain nombre de semaines peut-être entre la production de matière organique et puis la nourriture qui va alimenter un grand prédateur marin. Donc, plein de questions intéressantes pour les scientifiques en lien avec la mise en place de ces aires marines protégées. Donc, il y a un certain nombre de résultats très prometteurs sur les aires marines protégées, mais encore beaucoup de discussions sur la gouvernance et sur le degré de protection de ces aires marines protégées. Voilà, je vous laisse avec cet objectif 14 des objectifs du développement durable qui vise à conserver et à utiliser de façon durable les océans, les mers et les ressources marines. Des liens importants évidemment avec la santé de ces écosystèmes, mais aussi, vous l'avez vu avec le Vibrio, avec la santé humaine. Voilà, je vous remercie.